passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui tend l'oreille à des sons rares. Il y a 70 ans, le compositeur Olivier Messiaen recueillait les chants des alouettes Lulu pour nourrir son catalogue d'oiseaux. Aujourd'hui, plus d'un tiers de ces oiseaux a disparu. Qu'est-ce que cela provoque en nous d'entendre des sons de la nature qui disparaissent ? Comment éveiller nos consciences à la crise climatique grâce au son ? Le kakapo que l'on entend ici est une espèce d'oiseau menacé aujourd'hui. Sergio Matisse nous l'a fait entendre et nous l'a fait savoir dans son spectacle Extension Room présenté au festival Danse Fabrique à Brest. Un festival qui a placé son édition autour des enjeux climatiques. À une époque où l'on tire la sonnette d'alarme sur les dangers de la crise climatique, comment la création, le spectacle vivant, le milieu culturel s'emparent de ces enjeux ? Comment cela se traduit dans nos imaginaires ? Les scènes de la vie de compagne de Tchekhov auront-elles encore un sens quand nos forêts auront disparu ? Les cygnes danseront-ils désormais sur un lac pollué et dépourvu de poissons ? Mais alors, comment rendre les pratiques durables et à faible impact ? Comment cela se traduit d'un point de vue thématique, pragmatique et esthétique ? Maïté Rivière, la nouvelle directrice du Quartz, la scène nationale de Brest qui organise le festival, s'est emparée de ces questions à bras-le-corps. Elle en a fait un des axes forts de son projet. Pour programmer le festival cette année, elle a souhaité associer avec elle 2 artistes chorégraphes. Le consensus n'était pas un objectif, mais faire exister et articuler une pluralité de regards et de vécus était le moteur. Jérôme Bell, chorégraphe au rayonnement international, pense désormais ses projets dans l'idée du « showing without going », montrer sans se déplacer. Il a fait le choix de ne plus prendre l'avion tout en continuant de diffuser ses spectacles dans le monde. Une réponse pragmatique qui ne cesse de se nourrir et d'évoluer. Betty Tshomanga, elle, réfléchit ces questions depuis un point de vue décolonial. Comment l'écologie invite aussi à décentrer le regard pour prendre conscience que l'impact sur la planète n'est pas le même considéré depuis l'Europe et considéré depuis les Caraïbes par exemple. J'ai voulu savoir comment cette programmation collégiale a existé, comment concrètement ces questions ont irrigué les projets proposés tout au long de la semaine qu'a duré le festival cette année. J'ai rencontré les 3 curateurs de l'édition 2022 du festival Danse Fabrique dans un bureau, dans un hall d'hôtel et même à distance. L'épisode du jour est avec Betty Tshomanga, Jérôme Bell et Maïté Rivière. Betty Tshomanga, vous êtes interprète et chorégraphe franco-camerounaise. Vous avez fait le choix d'installer votre compagnie à Brest en 2016. Et depuis l'arrivée de Maïté Rivière à la tête du Quartz, vous faites partie de la constellation d'artistes qu'elle a souhaité associer à son projet. Dans le cadre de Danse Fabrique, vous avez également participé à la programmation de l'édition 2022. Avec Maïté Rivière, vous étiez avec le chorégraphe Jérôme Bell, tous les 3 coprogrammateurs du festival. Il me semble que c'est une première pour vous. Comment ça s'est passé cette collaboration pour vous ? En effet, c'était la première fois, c'est la première fois que je me retrouve artiste associée dans un lieu et c'était la première fois que j'ai été sollicitée, en tant que coprogrammatrice pour un festival. Je vis ça comme le début d'une expérience, une première édition, qui est dans un contexte aussi assez complexe avec l'arrivée de Maïté qui est quand même récente, le contexte du Covid. Du coup, j'ai l'impression qu'on est au début d'une collaboration et c'est difficile pour moi de donner là pour l'instant un retour sur cette expérience-là. On est pris dedans. Par exemple, comment la collégialité elle s'est installée ? Comment vous avez trouvé des accords Alors, on a eu finalement
peu de réunions, on a eu trois gros moments d'échange, après qui se sont ponctués par d'autres échanges par écrit, etc. Mais on n'avait pas forcément des visions exactement semblables. Et je pense que c'est ce qui est finalement intéressant dans la réponse à cette préoccupation concernant l'écologie ou les questions environnementales ou la crise environnementale. C'est justement, enfin en tout cas moi, ce que je trouve intéressant là dans le fait de faire cette programmation de façon collégiale, c'est justement pour pouvoir faire entendre une pluralité de points de vue et qu'il n'y ait pas une réponse à ces questions, mais des réponses issues de points de vue différents, liés aussi à des contextes, à des histoires et à des visions aussi d'artistes, suivant d'où ces artistes se placent. Que ça soit nous, mais aussi je parle des artistes qu'on a souhaité inviter. Donc finalement, on n'a pas cherché forcément le consensus dans cette programmation-là, même si toutes les propositions ont été discutées, et puis parfois il y avait des consensus très clairs, et puis parfois pas. Mais on a tenu aussi à défendre, je pense, chacun et chacune, les choses qui nous semblaient les plus importantes. Justement, la thématique de l'édition 2022 du Festival Danse Fabrique, comme vous le disiez, est l'écologie, la question en tout cas générale de l'écologie. Comment vous avez appréhendé ce thème-là dans une programmation de spectacle vivant, d'un point de vue de création? Enfin, à quel niveau cette thématique-là pouvait se placer pour vous? Alors, il y a un livre qui nous a réunis, que moi j'ai lu, qui est sorti en fait presque en même temps où on a commencé à travailler ensemble sur la programmation. C'est un livre d'une chercheuse qui s'appelle Julie Sermon, qui s'appelle Mort ou vif pour une écologie des arts vivants. Et c'est vrai que dans ce livre-là, ça a été un outil assez fort pour nous et qui nous a permis un peu de comprendre comment réfléchir cette question justement avec le spectacle vivant dans notre secteur et par le biais de ce médium-là, et d'en distinguer peut-être, en tout cas elle en distingue trois façons d'aborder cette question-là, et elle parle donc d'une approche pragmatique, donc voilà, qui est concrètement sur comment réduire son empreinte carbone, ce genre de choix-là, des questions de recyclage, des questions des voyages, enfin voilà, et c'est vrai que pour le coup c'était une approche qui résonnait beaucoup, notamment avec la posture de Jérôme Bel. Elle distingue aussi une approche thématique, donc là je dirais que c'est peut-être une des entrées aussi qu'on a pris dans le festival, c'est-à-dire de choisir aussi des projets qui, dans leur sujet, abordent ces questions-là. Et puis ensuite, elle distingue une approche esthétique ou dramaturgique, c'est-à-dire qui est plutôt sur la question de quel type de forme ou d'autres formes, le fait de vouloir parler du rapport à l'environnement, parce qu'en fait c'est ça l'écologie, c'est le rapport entre les humains et leur environnement et les autres vivants, et comment ça parfois ça peut aussi s'exprimer dans des choix de propositions, des formes même du spectacle, de comment ces formes peuvent se mettre en jeu. Je dirais que c'est peut-être l'aspect sur lequel on a le moins, enfin en tout cas cette édition je pense rendra le moins compte pour des questions de contraintes aussi, de temps et d'espace, voilà, où on a quand même plutôt des formats soit dans le théâtre, soit des formats performatifs dans d'autres espaces, mais qui restent des formats assez classiques. On n'a pas sur cette édition pu investir l'espace public notamment autant que ce qu'on avait rêvé au départ, mais voilà. Et quel spectacle vous avez particulièrement défendu et sur lequel vous pourriez nous dire là quelques mots par exemple? Alors moi c'est vrai que le prisme avec lequel quand j'ai reçu cette invitation de Maïté, ma façon de me relier à ces questions, elle était très reliée à un livre qui s'appelle Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, qui est une lecture que j'avais faite quelques mois auparavant et qui m'avait beaucoup frappée et marquée, et surtout parce que j'avais l'impression de découvrir pour la première fois le rapport, le lien qu'on pouvait faire, en tout cas pour la première fois de façon aussi limpide que la crise environnementale dans laquelle on est aujourd'hui est extrêmement connectée avec l'histoire coloniale. Et je trouvais que ça serait important que ça soit présent dans le festival, ce point de vue-là. Et du coup, j'ai souhaité
trouver des projets, des artistes qui travaillaient autour de ces questions. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité inviter le collectif The Living and the Dead Ensemble, qui est un collectif d'artistes, performeurs, conteurs, écrivains, poètes haïtiens, anglais et français, qui vont présenter donc la pièce The Wake au Centre d'Art Passerelle, et qui à la fois porte une vision sur cette crise depuis le point de vue d'Haïti. Et ça me semblait être une proposition qui faisait écho de façon thématique aussi à ce sujet de l'écologie. Et puis ensuite, il y a la lecture performance de Annabelle Guéredra, qui est une artiste qui vit en Martinique et qui a travaillé cette performance sous la forme d'un espèce de conte futuriste dans lequel elle incarne une créature née des sargasses, qui sont des algues toxiques en Martinique, et où elle interroge un peu justement cette notion de toxicité. Et puis ensuite, j'avais envie que ces propositions-là performatives puissent concrètement aussi résonner, répondre et être mises en dialogue avec la pensée de Malcolm Ferdinand. Et donc on lui a fait cette invitation de venir sur le festival, qu'il a accepté, et du coup il y a cette rencontre-discussion avec justement le collectif de Living and the Dead Ensemble, et Olivier Marbeuf, qui fait partie aussi du collectif, Annabelle Guéredra et Malcolm Ferdinand. Et les questions réflexives sont toujours mises dans la même perspective que le mouvement de la création, enfin le geste de la création. Oui, en tout cas, c'était une façon aussi de construire une espèce de fil comme ça pour le public, et que les publics puissent traverser aussi ce festival en faisant des liens et en sentant aussi, en étant nourris de différentes manières de ce sujet. Enfin, pour pouvoir penser ce sujet et peut-être aussi ressortir de ce festival en étant pas simplement déprimé par le constat qui est quand même qu'on commence à tous connaître et qui est assez accablant, mais il y a quand même une volonté d'aller vers et de trouver aussi des ressources pour peut-être faire autrement. Donc et pour pouvoir faire autrement, on a besoin de réfléchir ensemble aussi. Il me semble que c'est aussi ça la force des arts vivants. C'est aussi offrir par ces espaces ou cette programmation-là que vous avez défendue particulièrement, une possibilité de déplacer le regard des publics, c'est ça? Oui, en tout cas, le point de vue décolonial, il se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il dit juste, il n'y a pas un point de vue, il y en a plusieurs, et peut-être de ne pas toujours écouter le même point de vue. Et le point de vue le plus peut-être qui a le plus de poids, parce que souvent ça vient des endroits où il y a le plus de pouvoir politique, financier, mais qu'il y a d'autres points de vue qui existent, et qu'ils ont aussi des choses à dire et que ça peut être intéressant de les entendre aussi pour participer de justement des choix qu'on peut faire, et qu'il n'y a pas aussi une solution à imposer à tout le monde. Il peut y avoir des solutions qui sont pas les mêmes aussi, parce que les contextes socio-économiques, politiques ne sont pas les mêmes partout dans le monde, et aussi parce que en fait, dans la destruction de la Terre et la responsabilité de cette destruction n'est pas également partagée par tous les humains de cette planète. Alors pour cette édition, justement, vous ne jouez pas seulement le rôle de conseillère à la programmation, vous présentez un projet, Caleta, les danses de la peur. Revenir peut-être sur l'histoire de ces danses et comment vous l'avez transmis, à qui? J'ai souhaité, au-delà de cette approche décoloniale en réponse à ces questions sur l'écologie, il y avait une autre chose qui me semblait importante, justement pour parler de ce sujet, c'était qu'il y ait une présence d'une jeune ou deux jeunes générations dans ce festival, et une présence pas simplement en tant que spectateur, mais aussi une présence visible et audible. Et donc c'est parti de là, cette envie de proposer ce projet Caleta, danse de la peur. C'est aussi en écho avec tout un travail de recherche que je poursuis, qui est en lien avec mes projets de création, et qui dernièrement s'est poursuivi au Bénin, où j'ai été en résidence, et puis poursuivi une recherche sur le culte vaudou notamment, et dont, dans le contexte de cette résidence, on m'a parlé des Caleta, qui sont des danses de masques,
qui est donc une tradition béninoise, qui a été ramenée par d'anciens esclaves qui sont revenus sur leur terre d'origine, le Bénin, quand ils ont pu, et qui m'ont ramené cette tradition-là, qui est en fait un espèce de mélange entre carnaval, Halloween et danse de masque, et qui est portée seulement par des communautés d'enfants et d'adolescents. Donc il y a des groupes comme ça d'enfants, les Kaletas sont des enfants qui sont masqués, qui sont aussi des danseurs, et qui se déplacent comme ça en groupe avec un chœur de voix et percussions. Et tout est fait, les instruments comme les costumes sont faits à partir des choses qu'ils ont à leur disposition. Mais ce qui m'intéressait le plus dans cette tradition-là et dans ce que j'ai pu en voir en étant au Bénin, c'était ce pouvoir qui d'un coup était donné aux enfants et qui était associé quand même à la dimension de la peur. Et du coup, c'est plutôt avec cet aspect-là que j'avais envie de proposer à des jeunes brestoises de s'emparer de ça et de voir comment ça pouvait leur donner aussi une puissance, et qu'on cherche ces danses ensemble dans leur contexte à eux, parce qu'évidemment, il s'agit pas de reproduire des danses qui culturellement sont très éloignées de Brest, mais de voir comment il y avait une inspiration à trouver, quelque chose d'une force à trouver pour faire sortir ces voix de cette jeunesse-là. Sur l'air de Kaleta, on fait ça. Kaleta, 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 Mukeke, Kaleta, 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 Mukeke, Alele, Alele, Afutu, Kele, Tanga, Nabiana. 1374. A dancing plague breaks out between men, women, and children. Jérôme Bel, vous êtes artiste et chorégraphe français avec un rayonnement international. Ici à Brest, vous êtes artiste associé au Quartz et vous avez participé à la programmation du festival Danse Fabrique. Comment vous avez appréhendé ce rôle peut-être nouveau pour vous, et est-ce que vous avez été surpris par la proposition de Maïté Rivière ? Non, j'avais fait un festival à Leuven en Belgique il y a assez de temps avec justement co-curateur avec Alain Platel, et ça avait été très très difficile. J'avais mis 2 ans pour trouver 5 spectacles, donc j'avais pas trouvé ça très bien. Je pense que ça m'intéresse pas du tout de curater. C'est très difficile, on doit faire beaucoup de compromis par rapport aux pièces. Bon, voilà, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais pas devenu curateur et j'avais choisi de faire artiste, sans doute, de manière intuitive, parce que c'était pas du tout conscient. Mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. C'est difficile. Mais là, c'est vrai que le fait d'être à plusieurs, c'est plus facile. J'ai l'impression que j'ai moins de responsabilités. C'est des discussions, c'est de trouver des consensus, c'est de partager, et donc ça c'était pas mal. On a eu peu de temps, c'était Covid, il y avait plein de problèmes, donc je sais pas, on va regarder ce qui s'est passé là et réfléchir à la suite, mais c'est vrai que j'ai plein d'idées pour la suite, donc ça c'est chouette. Alors il faut préciser que vous avez fait le choix depuis plusieurs années déjà de ne plus vous déplacer en avion, ni vous ni votre compagnie, ce qui vous a poussé à inventer des dispositifs et des protocoles de transmission et de diffusion pour votre travail. On peut dire que votre conscience écologique était déjà bien activée, mais comment vous avez travaillé avec le thème de l'édition de cette année de Danse Fabrique pour apporter vos propositions ? Le thème, c'est sûr que c'est ce qui m'a fait accepter cette fonction, disons, puisque j'ai l'impression que dans le champ artistique actuel, il est, surtout du côté de la programmation, il n'est pas vraiment pensé, il est très très compliqué à penser pour toute une part du champ chorégraphique auquel j'appartiens, qui est ce champ extrêmement international.
avec donc qui entraîne beaucoup de voyages et donc de pollution. Et donc c'est vraiment une rupture épistémologique que très peu de programmateurs et de programmatrices ont le courage de regarder en face et sont très très démunis eux. Donc c'est vrai que Maïté Rivière, elle, a l'intention de retrousser ses manches. Elle a compris qu'il fallait en tout cas y réfléchir très fortement. Donc il me semble que le festival, c'est une sorte d'expérimentation comme ça, de la petite échelle, pour voir qu'est-ce qui est possible. Et moi, j'agis aussi de la même manière, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de voir, en tant qu'artiste, moi j'ai pratiquement résolu là. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas encore résolu, mais disons que ça fait 3 ans, moi, maintenant que je prends plus l'avion, donc j'ai mis en place des procédés et on continue à montrer les spectacles à l'international. C'est vrai que l'épidémie a aidé d'une certaine manière puisque on pouvait plus que travailler comme ça. Donc moi j'étais prêt, donc j'ai beaucoup travaillé pendant la pandémie en suivant justement la pandémie quand tel pays réouvrait les théâtres, hop, il me demandait de faire une pièce, quand il refermait, hop, c'était annulé. Enfin bref, ça a été assez chaotique pour tout le monde. Mais j'ai quand même pu montrer, développer des projets pendant cette période. Et donc là, c'est plutôt de l'autre côté de la barrière, hein. S'il y a une barrière qui sépare programmation et artiste, de voir comment on pouvait inviter, garder des échanges internationaux tout en diminuant l'empreinte carbone, puisque c'est ça dont il s'agit. Parmi les lectures qui ont inspiré un peu ce rôle, vous êtes beaucoup appuyé, je crois, sur le travail de Julie Serment dans Mort ou Vif pour répondre à cette invitation. Comment ce travail de recherche-là et cette lecture-là, elle a inspiré ensuite votre proposition ? Comme tout travail académique, c'est des gens qui conceptualisent les intuitions que moi j'ai, disons, donc c'est toujours super de lire ça et d'avoir noir sur blanc, bien ordonné par chapitre, tout ce qui tourne un peu de manière chaotique dans ma tête. Donc c'est super, le livre est vraiment un outil pour nous autres, quoi, en tout cas ceux qui veulent réfléchir à cette situation et continuer à travailler dans des conditions qui respecteraient certaines choses qu'on ne respectait pas avant et dont maintenant on a conscience et qu'il faut prendre en compte, à mon avis. Donc oui, le pragmatique, donc elle commence par à exposer la réaction pragmatique à la situation de l'urgence climatique, et ce que moi j'avais choisi en fait, qui était ne pas prendre l'avion. C'est-à-dire je voyais pas comment je pourrais ne pas je me voyais pas faire des spectacles sur le réchauffement climatique, j'avais beaucoup de mal. De toute façon, moi, il n'y a jamais vraiment de sujet dans mes pièces, j'aime pas décider le sujet. J'ai une idée, j'ai un dispositif, j'ai des gens, un théâtre, et à partir de là, je regarde ce qui se passe. Mais je veux pas savoir avant. Donc le sujet, pour moi, c'est une chose difficile. Donc par contre, pragmatiquement, c'était... voilà, nous, on pollue avec ma compagnie, c'est principalement les voyages en avion. Donc on arrête, voilà. Évidemment, donc, et en deuxième lieu arrive le thématique, c'est-à-dire que les spectacles, les œuvres d'art aient comme sujet, thème, comme on dit, message même, certains disent, la thématique écologique. Et donc ça, moi, je sais que ça prend du temps. Personnellement, là, je parle, donc je savais pas très bien
quoi faire, même si quand même j'avais touché un peu la chose avec Isadora Duncan, mais ça c'est le projet avec Isadora Duncan précédait la question, la décision pragmatique. Voilà, donc elle permet ça et elle ouvre un dernier chapitre qui est ce qu'elle appelle dramaturgique. Et donc dramaturgique, elle considère, et ça paraît évident, que la situation actuelle va changer la forme même va agir sur la dramaturgie des spectacles, sur la forme des spectacles. On ne pourra plus faire des spectacles comme ça. Et on sent très bien, là, actuellement, beaucoup de gens qui veulent faire des festivals en extérieur, des choses comme ça. Que la boîte noire, elle semble un peu, effectivement, problématique. Voilà, il y a des choses qui se dessinent comme ça. En tout cas, parmi les idées pragmatiques que vous avez apportées à la programmation du festival, il y a le local festival international, un festival dans le festival. Quelle était la proposition en apportant ce concept ? Donc ça vient vraiment des discussions qu'on a eues, et moi, je me suis posé la question, moi en tant que programmateur, qu'est-ce que je ferais ? Et donc j'ai pensé qu'il fallait vraiment que je pousse les curseurs le plus loin possible, et j'ai proposé de faire un festival à l'intérieur du festival, et dont l'enjeu était vraiment la question d'écologie, comment on pouvait faire le plus radicalement possible un festival international à Brest. Et donc l'idée était de faire récupérer, demander à trouver des chorégraphies le plus loin de Brest qu'on ferait interpréter par des danseurs de Brest. Donc j'ai mis une annonce sur Facebook parce que je voulais vraiment absolument tout ouvrir comme ça, en disant voilà, j'ai ce projet à Brest, est-ce qu'il y a des gens qui accepteraient de donner leurs pièces, enfin de vendre, parce qu'on a évidemment à payer, leurs pièces, de les transmettre, afin d'éviter les voyages en avion à des danseurs locaux. Donc, comme ça, il y avait ce nouage de l'international et du local. Et puis, évidemment, c'était un peu déséquilibré parce que c'était faire venir de loin vers Brest et en fait, par chance, j'ai découvert une pièce de 2 jeunes danseuses et chorégraphes bretonnes, qui m'a beaucoup plu, et je me suis dit mais ça c'est parfait, il faut qu'on ait une pièce bretonne, c'est-à-dire que on trouve un équilibre entre l'international et le local, et donc et évidemment de fil en aiguille, j'ai proposé à ces 2 danseuses de leur duo qui est montré d'apprendre une pièce que j'ai sélectionnée, puisque j'ai reçu beaucoup de propositions, et donc j'avais sélectionné un duo d'Uruguay, de Magdalena Leite et Hannibal Condé, et j'ai proposé à ces 2 chorégraphes danseuses bretonnes d'apprendre ce duo. Donc voilà, il y avait un échange comme ça, et ensuite j'avais sélectionné aussi un solo d'un chorégraphe taïwanais, et j'ai cherché une danseuse ici qui pouvait l'interpréter. Voilà, donc on avait une soirée, ce que j'appelle soirée de danse, avec des danses différentes, avec des interruptions qui ne se répondent pas nécessairement. Avec, là, dans ce cas-là, c'était 3 chorégraphes. Bon, on a eu ensuite rencontré quelques problèmes, tout ne s'est pas fait exactement comme ça, et finalement, on a 4 pièces, et surtout, ce qui est amusant, c'est qu'on est passé du pragmatique, comme ça, en travaillant, évidemment, en réfléchissant, en pratiquant, parce que ça, c'était des idées, à quelque chose quand même qui est devenu aussi thématique.
étrangement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que en tenant un... Mais j'en étais sûr que le thématique... pas maintenant, pas aussi... Je sais toujours que quand j'ai un... Là, je parle en tant qu'artiste, mais finalement, c'est la même chose. Quand quelque chose est important pour moi, il se formalise dans le travail d'une manière ou d'une autre. Mais je ne vais pas le chercher. Je ne vais jamais le chercher. Donc, ça prend toujours un peu de temps, quelques années en fait. Donc là, au final, dans la soirée que j'ai composée quand même, avec les travaux des autres, les travaux de mes pairs, il y a à partir d'une décision surtout pragmatique, on touche aux thématiques. Il y a des représentations, il y a des questions sur le rapport au vivant, à d'autres formes du vivant, voilà, qui est quand même la question de l'écologie, des relations avec les autres formes du vivant. En creux, il y a aussi l'enjeu de la transmission et la circulation du répertoire. Un répertoire là, international, un peu lointain, mais que vous travaillez déjà aussi par des pièces comme par exemple Isadora Duncan, quoi, où c'est aussi une transmission, une diffusion, une circulation de répertoire qui se réapproprie, se réinvente. Oui, parce que ce qui s'est passé, évidemment, moi, j'étais pas, par exemple, oui, c'est intéressant ce que vous demandez là, parce que moi, quand j'ai fait passer mon post sur Facebook, je demandais précisément des pièces existantes, parce que c'était pas la question de faire une création, parce que je voulais d'abord savoir quelles étaient les pièces, enfin comme un programmateur. Bon, les programmateurs sont aussi des producteurs, souvent, heureusement. Là, c'était vraiment que de la programmation de choses que je voulais identifier d'abord. Je pouvais pas dire, fais ce que tu veux et envoie-le nous. Non, pas du tout. Donc, le travail était un peu déplacé. Et évidemment, l'enjeu principal, c'était la transmission. Transmission qui m'intéresse... surtout qui était le thème caché de la pièce sur Isadora Duncan. C'est comment des danses d'il y a un siècle ont été transmises de génération en génération. Et là, c'était la question de transmettre de n'importe où dans le monde à des danseurs et des danseuses ici à Brest, qui pourraient recevoir et pouvoir incorporer les danses, quoi. Et donc il fallait transmission. Donc ça a été une grande réflexion. Et donc on a chacun a inventé ses propres manières, ce qui était évidemment très intéressant pour moi. Donc on est passé des répétitions en visio à une feuille qu'on a reçue et on a fait la pièce à partir de la feuille. Bon, et d'autres choses, on la connaissait aussi. Voilà, c'est évident que la question de la transmission devient très importante dans ce modèle. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est une idée justement qui est en expérimentation ici à Brest, mais est-ce que vous diriez que ça pourrait être retesté, réexpérimenté ailleurs dans d'autres contextes de festival ou d'invitation qu'on pourrait vous faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous garderiez comme ça comme procédé de travail? On va voir ce que ça donne, bien sûr. C'était ça l'idée, mais oui, c'est l'idée de... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Dès que j'ai trouvé, ça m'intéresse plus. Donc, c'est comme... Ça pourrait peut-être être un modèle, si c'est effectif. Ça demande certaines conditions. Mais voilà, il faut se mettre les mains dans le cambouis et regarder si on peut faire démarrer cette chose et si d'autres peuvent s'en emparer et comme ça pourrait être
une sorte d'outil pour les gens qui veulent avoir une pratique durable. C'est assez bon de savoir que nos attaches sont toujours aussi fortes et que cette notion d'aider autrui est toujours pertinente. Cool. Cool. Ouais. C'est beau. Merci. On continue. Ouais. On y va. Maïté Rivière, bonjour. Vous êtes directrice du Quartz, la scène nationale de Brest. Vous avez pris vos fonctions en mars 2021, une arrivée relativement récente donc. Vous êtes la première femme nommée à ce poste. Une prise de fonction qui s'est faite dans le contexte de la pandémie que nous connaissons, avec ses contraintes et ses restrictions. Comment s'est passée pour vous cette prise de poste dans ce contexte ? Oui, alors c'était particulier. Donc je suis arrivée le 1er mars, à un moment où devait y avoir Dansefabrique, l'édition de l'année passée, la 10e édition. Et donc j'étais d'abord assez désolée de me dire que voilà, j'aurais dû arriver dans un contexte très festif, très joyeux, et puis que ça n'aurait pas lieu puisque les théâtres étaient fermés à ce moment-là. Mais il y avait quand même 3 équipes en résidence de création dans le lieu. Donc ça déjà c'était quelque chose d'assez fort parce que le théâtre reprenait vie, c'est-à-dire sans public, mais avec des artistes qui travaillaient, toute l'équipe du Quartz qui accompagnait les équipes artistiques, donc ça c'était quand même vraiment bien. Et puis assez vite, il y a aussi eu l'occupation du Quartz par les intermittents. Et je dois dire qu'après un départ un peu mouvementé, enfin des premiers jours un peu mouvementés, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit, collectivement, je dirais, puisqu'ils ont organisé plein de temps d'échanges, de réflexion sur nos métiers, nos pratiques, mais plus largement que ça. Ils ont fédéré sur la ville d'autres personnes qui sont venues réfléchir, débattre avec eux. Et j'ai trouvé tous les échanges assez passionnants à suivre. Et ça a quand même amené, par rapport au projet que j'ai envie de développer ensuite, des pistes de réflexion pour moi, puisqu'il y a l'idée d'ouvrir davantage le théâtre peut-être sur la ville à la réouverture, et que cette agora du Quartz soit vraiment un endroit d'expression, de débat, de rencontre. Et c'est un peu ce qui s'est produit. Par exemple, le jour où devait avoir lieu le lancement du festival, il y a spontanément des spectateurs, des spectatrices qui se sont rassemblés sur le parvis pour faire une performance de danse. Puis c'est mis à pleuvoir à ce moment-là, sous la pluie, les gens continuaient de danser, c'était assez beau. Du coup, je dirais que c'était particulier, et qu'en même temps, je sentais que c'était vivant. Et bien justement, parmi les temps forts que vous avez gardés, il y a le festival Dansefabrique, dédié à la création contemporaine en danse. Et pour votre première édition, vous avez placé la ligne artistique sous le thème de l'écologie, pour guider les choix de la programmation. Pourquoi était-ce une nécessité pour vous de démarrer avec les enjeux environnementaux ? Nécessité très forte, je crois, parce que les périodes de confinement, et cette crise sanitaire en général, nous a fait prendre conscience de plein de choses qu'on savait, mais on se les pris vraiment en pleine tronche. D'abord, je dirais, tout au départ de cette crise, venait l'idée quand même que ça avait un lien avec la déforestation, avec le fait qu'on avait bousculé l'habitat de certains animaux, donc on ne sait pas si c'est la chauve-souris, le pangolin ou rien à voir, mais il y avait quand même l'idée que ce qu'on produit aujourd'hui, la façon dont on accélère la déforestation et va produire puis où on parle beaucoup du réchauffement climatique, des glaciers qui fondent, des virus qui peuvent réapparaître. Donc ça, je veux dire quand même, on s'est dit, ok, là, il y a vraiment un problème. On peut être tous très, très en danger. C'est-à-dire que jusque-là, on menaçait surtout les espèces, la faune et la flore. Mais en fait, toute l'espèce humaine est en danger, de fait. Il y a un bascule. Donc je pense que ça, il y a eu... Puis on a tous beaucoup lu, je pense, pendant cette période, parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc on a tous lu Vinciane Després, Baptiste Morisot. Ça a accéléré aussi, je pense, certaines lectures. Le fait qu'on est tous très interconnectés, les gens circulent de plus en plus, et le virus circule avec, en fait, tout simplement. Donc je pense que là, on s'est dit, ok, en fait, on doit tous être solidaires, et qu'il fallait qu'on pense globalement les choses. Et je pense que le point de rupture, ça a été peut-être en juin dernier, quand tout a un peu repris, un peu pour nous, et en tout cas à l'échelle du spectacle vivant, le choc de se dire qu'on a tous espéré que ça allait nous permettre de repenser un peu la façon dont on travaillait, parce que c'est des endroits d'action qu'on peut avoir, citoyenne mais professionnelle aussi, et qu'on a vu qu'on repartait vraiment pas très bien, et même pire. Et cette année, à mon avis, n'est pas notre meilleure année, c'est-à-dire
Je pense qu'on a un peu, voilà, nos défauts étaient un peu amplifiés, mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, déjà, quelque chose s'enclenche. Il y a une association Art Viva qui regroupe des compagnies, des festivals, des lieux qui ont envie de travailler un peu sur notre impact environnemental, comment on peut améliorer ça, et puis comment on peut travailler à la sensibilisation des publics, parce que je pense qu'on a un rôle assez important vis-à-vis des publics, mais sauf que nous, il faut qu'on le travaille à notre endroit, c'est-à-dire qu'avec des artistes, c'est d'abord un geste artistique. Donc voilà, en tout cas, moi, c'était mon envie de travailler sur ces questions. Et on a 2 artistes associés de danse, qui sont donc Betty Chomanga. Betty, qui est une interprète, chorégraphe, assez passionnante, qui est en train de développer toute une réflexion, et par le corps, toute une réflexion aussi assez politique. Et Jérôme Bell, qui a un autre endroit de son parcours, qui a une vraie reconnaissance, visibilité de son travail à l'international, et qui lui donc a décidé il y a 2 ans d'arrêter de prendre l'avion avec sa compagnie, ce qui a été quand même un geste assez fort. Et pour autant, comment tu gardes du lien à l'international, comment tu restes présent, tu continues d'échanger si tu ne prends plus l'avion. Et je trouvais que Betty, travaillant des questions plus soit d'écoféminisme, d'écologie décoloniale, en disant peut-être que aujourd'hui il faut d'abord voir comment on a construit notre rapport au monde, aux ressources, et des ressources tant de sol, de faune, de flore que des ressources humaines, et comment on a exploité, on a écrasé, on a... notre rapport ne s'est pas construit que dans un rapport de découverte et de rencontre, il s'est fait aussi dans un rapport de domination et d'écrasement. Et comment tout ça a eu un impact environnemental très fort, et comment aujourd'hui la situation dans laquelle on est vient aussi de cette histoire. En tout état de cause, on voit qu'il y a une accélération et qu'on exploite trop les sols, les personnes, avec des déséquilibres très importants, et que tant qu'on n'aura pas fait ce travail de regarder ce qui s'est passé, on ne pourra pas penser la suite. Et puis Jérôme, qui voulait travailler la transmission de pièces, donc lui a travaillé à la transmission de pièces par visio, en ayant l'idée que sur des pièces de chorégraphes étrangers ou des pièces de répertoire, elles pourraient être passées à des interprètes localement. Déjà, je trouve qu'en général, la question du répertoire est une question assez puissante. Et la durabilité des pièces, qui me semble aussi assez importante à explorer là. Mais comment de toute façon, en général, je pense que la question de la création, c'est toujours aussi fait à partir de l'existant. Mais du coup, je trouve que là, dans la période, c'est vraiment d'autant plus intéressant de le travailler, et c'est très propre à la danse. En danse, tu peux vraiment montrer des œuvres parfois 20, 30 ans, voire plus longtemps que ça, après, et que ça reste puissant, ça reste fort. Parce que sur un festival sur les questions environnementales, traité juste à l'endroit du théâtre, je pense pour moi il y aurait eu un manque, parce que c'est pas tant ce qui est dit que la mémoire des corps, que ce qui se passe à un autre endroit. Et ça me plaît que ce soit pas que de la prise de parole, mais il y a un endroit qui se joue dans les corps, il y a une inscription dans nos corps, il y a une histoire dans nos corps, que toutes ces formes proposées cette semaine nous proposent de partager et de faire surgir. Et ça, moi, ça me réjouit assez. Et en tout cas, avec Betty, avec Jérôme, et puis Nadège qui conserve la programmation, et Rebecca qui travaille avec Jérôme, on a vraiment phosphoré pour trouver des points de jonction et se dire « Ok, c'est l'écologie, mais au sens très large ». Et puis, il y avait des pièces qui travaillaient plutôt l'écologie humaine, la co-construction, le lien, comme la pièce d'Iva Müller, Force de la nature, ou des pièces, là, samedi, par exemple, la pièce de Metteux. Donc, Metteux, Inversten, elle est très concernée par les questions environnementales. Elle a toujours travaillé la question de la nature artificielle, naturelle. Enfin, ça a toujours été au cœur de ses préoccupations. Et là, c'est plus une pièce qui invite à la transe et au rassemblement. Je pense que c'est ça notre force aussi, c'est-à-dire que en se rassemblant, en échangeant et en partageant physiquement des sensations et des expériences, on va pouvoir construire la suite. Enfin, moi, parce que là, l'isolement quand même des confinements, c'était assez terrible, c'était assez violent. Et là, de retrouver du lien, de retrouver du corps et du groupe, avec toutes les fragilités, les désaccords, la complexité que ça peut générer,
mais que quand même ensemble on trouve des solutions, quoi. Enfin, moi en tout cas j'y crois. Je suis mi-pessimiste, mi-optimiste, c'est-à-dire je pense que le constat est assez sombre, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à inventer et qu'ensemble on peut avoir des solutions assez concrètes en fait. Voilà, donc c'est un peu l'enjeu du festival cette semaine, sachant que pour nous c'est une première et qu'on n'a pas de réponse et qu'on avait envie de poser ce premier canevas en fait, ce premier temps. Et que l'année prochaine, je pense qu'on va continuer à travailler notre fil, et peut-être les éditions d'après, et petit à petit, trouver ensemble, et avec les publics, et avec les artistes, et avec les professionnels aussi présents. Voilà, créer du commun, quoi. Pour revenir justement à l'édition 2022 du festival, comment le thème de l'écologie s'est articulé ou s'est un peu traduit dans les propositions concrètes des spectacles ? Pour moi, les pièces se font vraiment écho. Par exemple, on a commencé mardi avec Olga Dukovnaya, qui reprend le ballet du lac des Cygnes et qui a décidé toute seule de reprendre tous les rôles, tous les pas, et de faire une sorte de fusion, mais de travailler cette question de l'artificiel, parce que dans le lac des Cygnes, tu as normalement une espèce d'énorme décor, un château, un lac, de la fumée, des nuages, etc. C'est ça que que propose un peu le ballet. Et là, elle le travaille à un endroit complètement différent. Elle veut que ça joue dehors, dans des espaces complètement inattendus. Et si ça peut jouer d'ailleurs en espace naturel, c'est très bien, ça fera décor. Mais si c'est différent, c'est pas grave. C'était très intéressant, donc c'était une étape de travail. Mais comment elle reprenait toute cette histoire du ballet et de la danse, et donc dans son corps, elle a cette technique. Mais comment elle la décale, elle inverse, par exemple... Donc c'était un solo et finalement, à la fin, ça se transforme un peu en duo parce qu'il y a un interprète masculin qui rentre sur scène parce que dans les lacs des Cygnes, il y a beaucoup de portées. Et donc elle nous disait, il fallait que je travaille le porté, donc j'avais besoin de quelqu'un qui me porte quand même. Puis assez vite, elle s'est dit, on va aussi inverser. Donc il y a les portées qu'elle fait elle, et après, elle le porte lui. Et ça, c'est une vraie inversion du corps du ballet. Tu le trouveras jamais, l'interprète masculin qui est porté par l'interprète féminine. Donc, c'est aussi comment travailler le répertoire, t'invite à renverser les choses et à décaler, là, par exemple, les fonctions genrées, mais aussi quelque chose de la souffrance dans le corps qu'elle surjoue et en même temps qu'elle reprend à son compte. Donc, c'est vraiment assez passionnant sur qu'est-ce que tu fais du répertoire ancien. Et pour moi, c'est une question assez écologique en fait. Et donc tu le retrouves là, tu le retrouves avec Jérôme et la pièce Isadora Duncan, ce répertoire duncanien qui est transmis, comment il y a la possibilité de le vivre à ta façon. Et que ce qui s'est transmis de façon orale, en tout cas de corps à corps, je dirais. Et qu'est-ce qu'il en reste et surtout, qu'est-ce que t'en fais ? Et donc, c'est très beau de voir comment des partitions chorégraphiques qui peuvent avoir plus de 100 ans et qui étaient des partitions chorégraphiques qui libéraient le corps de la femme notamment, parce que Isadora était une femme, mais comment elle choisissait des vêtements, elle était pieds nus, elle vivait quelque chose d'une transgression. Et comment ça reste une transgression aujourd'hui ? Ça, c'est super intéressant, en fait. Je pense que l'écologie, c'est vraiment déjà voir le passé, regarder le présent et penser l'avenir. Et que c'est une pensée très globale. Que c'est pas des questions environnementales, évidemment, et de notre impact, mais c'est d'abord des questions sociétales, historiques. Pour moi, par exemple, le matrimoine, tout le travail sur le matrimoine, c'est un geste écologique. Et c'est plein de choses, en tout cas, moi je le connecte vraiment comme ça, et je crois que ça se perçoit vraiment. Puis bon, là, le festival n'est pas encore fini, donc je pense qu'il y a encore des connexions à faire, mais pour moi, tout s'est bien répondu. Et à déstabiliser aussi, c'était intéressant, par exemple, hier on avait un échange avec tout le collectif de la pièce The Wake et de comment est-ce qu'ils avaient construit en spirale leur pièce, en disant c'est une construction plus caribéenne, t'as un centre, donc eux ils ont un feu, le feu qui est des oppositions, c'est-à-dire le feu qui est destructeur, mais purificateur, mais ce motif en spirale, ça veut dire, c'est pas une construction linéaire, qu'on connaît davantage, début, milieu, fin, climax et ça retombe. Non, c'est des motifs qui reviennent. Et la pièce d'Annabelle Guéredra,
travaillait aussi autour de ces sargasses, donc ces algues qui se sont multipliées à cause de la pollution. Autour de ça, elle invente une sorte de figure surpuissante, de sorcière, déesse. Et donc c'est comment quelque chose se crée sur la violence, quelque chose se transforme, et quelque chose là, par exemple dans les motifs, se crée en spirale. Et du coup, le fait de commencer, les 2 pièces commencent en créole, sans traduction, c'est aussi un renversement du pouvoir, là où la langue française a dominé, était un instrument quand même, oui, de pouvoir, et le reste, là, de renverser ici à Brest, ça commence en créole, moi, je trouve ça assez génial, parce que du coup, tu regardes d'autres choses, et dans les corps, il passe énormément de choses. C'est pour ça que moi, ça m'intéressait, et je pense qu'on s'est tous un peu dit ça collectivement, de traiter les questions écologiques par le corps et par la danse. Danse fabrique dans le beau bizarre. Je vous renvoie à l'écoute du premier épisode du Beau Bizarre avec Annabelle Guéredra et Thomas Ferrand, 2 des artistes invités également sur le festival Danse Fabrique. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.